On va commencer notre cours aujourd'hui sur... c'est une unité à part, donc on a terminé avec l'unité digestive. On va maintenant donc introduire une autre unité, c'est l'unité urinaire, ou bien du système urinaire. Et on va entamer aujourd'hui des généralités sur la physiologie du système urinaire. La physiologie du système urinaire. Quelle est sa composition? L'organe le plus important, bien sûr, vous connaissez tous, donc c'est le rein. Donc une introduction. Les fonctions, une introduction qui va nous dire l'importance de ce système et l'importance de l'organe principal de ce système, c'est le rein. Les fonctions qu'exerce le rein, bien sûr, s'il a des fonctions, donc il a des structures fonctionnelles caractéristiques qu'on va donc les faire sortir. Et on va parler du débit sanguin rénal. Qu'est-ce que le débit sanguin rénal? Comme vous savez tous, que le rein, c'est un filtre. C'est lui qui nous filtre notre sang. Notre sang pour éliminer donc les déchets et préserver donc nos compartiments internes. Le débit sanguin rénal. Et on va donc savoir que ce débit, donc, c'est le quart du débit cardiaque. C'est le quart du débit cardiaque. C'est 1,6 si le débit cardiaque est de 5,8 litres. Bien sûr, ce débit va subir une régulation. Une régulation, donc on va savoir donc comment est régulé ce débit sanguin rénal. Et enfin, donc on va entamer donc la composition et les mécanismes généraux de la formation de l'urine. L'urine, sa composition et les mécanismes généraux de la formation de l'urine. Commençons par l'introduction. Le système urinaire, c'est quoi? Le système urinaire, c'est les deux reins, les uretères, la vessie et l'urètre enfin. Donc les reins, les uretères et la vessie. Le rein est un organe pair. Généralement, chez le sujet normal, il a deux reins, de part et d'autre de la colonne lombaire. Rétropéritonéaux. C'est des organes rétropéritonéaux. Ils ne sont pas en intrapéritonéal. Ils pèsent 140 grammes chacun. 140 grammes, c'est à peu près 300 grammes les deux, 0,3% pour 100 kg. C'est un sujet qui pèse 100 kg, donc le rein ne pèse que 0,3%. Ayant la forme d'une graine d'haricot. Donc on va voir donc la figure. Il est indispensable à la vie. Physiologiquement, donc s'il est indispensable à la vie. Ça veut dire qu'il est indispensable à la vie, on ne peut pas vivre sans rein. Ça veut dire que l'arrêt total du fonctionnement rénal conduit inévitablement à la mort en quelques jours, en l'absence d'une prise en charge adéquate, en l'absence d'une dialyse. En l'absence d'une dialyse, ça veut dire Racil Kelawi. Indispensable à la vie, donc, les fonctions qu'exerce le rein c'est eux qui font cette indispensabilité à la vie. Qu'est-ce qu'il exerce comme fonction? La première et le principal et la majeure fonction, c'est le maintien de l'équilibre ou de l'homéostasie. De quoi? De l'équilibre hydroélectrolytique. Et je pense qu'on a vu le milieu intérieur, le compartiment, les compartiments d'eau et d'électrolytes dans notre organisme donc en première année. Donc il faut au moins avoir un aperçu ou bien avoir une vue globale de ce cours. Donc maintien de l'équilibre, l'homéostasie hydroélectrolytique,
maintien de l'équilibre acido-basique, le pH ne doit pas dépasser, ne doit pas être inférieur à 7,38, sinon donc on est en acidose, ou bien supérieur à 7,42 et on est en alcalose, plus de base ou bien plus d'acide. Il maintient aussi l'équilibre ou l'homéostasie de la tension artérielle. Notre tension artérielle, donc elle est corrigée, elle est maintenue stable, maintenue dans les normes grâce à ces deux reins. Ça, c'est la première fonction. Deuxième fonction, c'est l'extraction et l'élimination. On a dit que c'est un filtre. Donc, il va filtrer quoi? Il va filtrer soit des déchets donc, produits endogènes, produits à l'intérieur du corps, c'est des déchets métaboliques, comme par exemple l'urée, comme par exemple l'acide urique. L'urée, c'est la dégradation des protéines. L'acide urique, c'est la dégradation des acides nucléiques. La bilirubine, sécrétion biliaire, bilirubine. Donc, produit de dégradation de l'hème au niveau du tissu réticulo-endothélial, des macrophages, au niveau de la rate, du foie et d'autres tissus. Et il va passer dans la bile, puis une réabsorption soit donc un cycle entéro-hépatique, soit il va passer dans les urines sous forme de urobilinogène. En plus des hormones, il y a plusieurs hormones qui sont dénaturées et sorties par le rein, donc extraites par le rein, éliminées par le rein. En plus de déchets métaboliques endogènes produits par l'organisme, il y a des substances chimiques exogènes de l'organisme. Et dans notre vie quotidienne, donc on avale beaucoup de substances chimiques exogènes. Donc il y a des médicaments. Il faut faire attention. Lorsque notre rein a un problème, donc il faut savoir est-ce que ces médicaments vont passer par le rein ou non. Est-ce qu'ils sont néphrotoxiques ou non? Les additifs alimentaires, donc les cancers sont pleins de ces additifs. Les additifs, donc, sous forme de colorants, sous forme qui améliorent le goût, l'arôme, etc. Les arômes, etc. Les pesticides et autres. Donc, le maintien de l'équilibre ou d'homéostasie, l'extraction et l'élimination des déchets endogènes et exogènes. Le rein exerce une fonction particulière, c'est une fonction endocrine. Il est comme une glande. Et cela n'est pas particulier au rein. Vous avez vu en cardio-respiratoire que le cœur produit aussi une hormone, qui est l'ANP ou bien le FMA, le facteur natriurétique auriculaire. Alors que le rein produit 3 hormones. La première, c'est l'érythropoïétine. L'érythropoïétine qui sert à quoi? Qui sert d'un cas à augmenter la production, la synthèse des globules rouges. La synthèse des globules rouges. La rénine et son système, donc si le système rénine, angiotensine, aldostérone. La rénine, ce n'est qu'une enzyme qui va activer un système hormonal qui est le système rénine, angiotensine. En plus, la troisième activité endocrine, c'est qu'il active la vitamine D3. Donc, on va détailler donc un peu tous ces travaux, toutes ces fonctions, production, synthèse d'érythropoïétine, de la rénine et l'activation de la vitamine D3. Ces
c'est des activités propres au rein. Ça veut dire, si notre rein donc est défaillant, donc on aura une anémie. On aura une anémie. On aura une carence en vitamine D3. Donc notre os va avoir des problèmes, une ostéoporose. Et un système rénine-angiotensine, donc une tension artérielle qui va être perturbée. Ça, on va voir en détail, Inch'Allah. En plus de la fonction endocrine, il y a la fonction paracrine. À la différence donc entre endocrine et paracrine, les substances produites par cette fonction sont sécrétées dans le sang, alors que les fonctions, dans la fonction paracrine, les substances produites, synthétisées, sont sécrétées dans les tissus rénales bien sûr, prostaglandine, E2 et I2, kinéinogène et d'autres. La dernière fonction, c'est la néoglucogénèse. Vous allez me dire, mais la néoglucogénèse, donc c'est le foie qui l'a fait. Oui, c'est le foie, c'est le principal producteur de glucose, mais le rein participe aussi. Il n'y a pas que le rein, même l'intestin participe, parce qu'il y a des enzymes spécifiques, donc à ces métabolismes. Néoglucogénèse. Ce n'est pas une glycogénolyse, parce qu'il ne synthétise pas du glycogène, mais il produit du glucose à partir du glycérol, à partir de la glutamine, à partir des lactates, de l'acide lactique, ou bien acide lactique, dans le cortex rénal. Donc, est-ce que vous avez saisi ces fonctions importantes du rein? Maintien de l'homéostasie hydroélectrolytique, acido-basique, de la tension artérielle, extraction et élimination des déchets métaboliques endogènes, urée, acide urique, bilirubine, hormones, des substances chimiques exogènes de l'organisme, xénobiotiques, médicaments, additifs, pesticides et autres, fonction endocrine, érythropoïétine, rénine, activation de la vitamine D3, fonction paracrine, prostaglandine E2, I2, kinéinogène, néoglucogénèse à partir du glycérol, à partir du glycérol, donc le triglycéride, c'est quoi? C'est une molécule de glycérol en plus de 3 acides gras. Donc la molécule de glycérol. La glutamine, c'est un acide aminé. Et le lactase, c'est un dérivé, c'est un produit de dégradation du glucose dans le cortex. Débutons maintenant par l'équilibre de l'eau et des électrolytes. C'est le rôle primordial du rein, c'est le rôle majeur du rein. Par quoi? Donc, il va réguler le volume, il va réguler l'osmolarité des différents compartiments, l'osmolarité plasmatique, et de la composition des liquides corporels. Les apports donc en eau et en électrolytes varient quotidiennement. On boit beaucoup la journée, même la nuit. On boit des différentes boissons. Donc le rein intervient par l'ajustement des sorties en eau et en minéraux. En eau, bien sûr, et en minéraux, en sodium, en potassium, en calcium, en magnésium et en autres. Si on a une défaillance rénale, surtout chronique, prolongée, défaillance rénale prolongée, ou bien une insuffisance rénale chronique, donc on aura une rétention d'eau, donc l'apparition des œdèmes. En plus, l'accumulation de ces substances, par exemple le potassium, on aura une hyperkaliémie, et l'hyperkaliémie c'est dangereuse, elle est dangereuse. Donc vous voyez l'importance de cette fonction qui est l'équilibre de l'eau et des électrolytes. Elle est dangereuse, elle peut tuer le patient.
une hyperkaliémie qui dépasse 6, c'est un trouble du rythme, qui dépasse les 10, donc c'est l'arrêt, c'est un arrêt cardiaque. C'est un arrêt cardiaque. L'hyperkaliémie, donc, elle est mauvaise, et l'hypokaliémie, elle est aussi. Voilà donc la composition des liquides corporels, donc variation selon l'âge et selon le sexe, donc c'est 50%, 60%, 75% pour le bébé, donc 60%, ça va être divisé donc en compartiment intracellulaire qui est la plus importante, 40%, et 20% donc au niveau extracellulaire. Plasma, c'est le quart, et les 3/4, c'est le interstitiel. Donc 15%, le liquide interstitiel, et le plasma 5%. Donc ça, c'est un rappel du cours de la première année. Régulation de l'équilibre acido-basique. Il faut savoir que le pH plasmatique, le pH au niveau du plasma, du sang, est maintenu dans d'étroites limites, entre 7,38 et 7,42. S'il est inférieur de 7,38, donc c'est une acidose. C'est une acidose. S'il est supérieur à 7,42, c'est une alcalose. Ce pH, il est déterminé par trois déterminants. Trois déterminants. Le système tampon dans le sang. Donc c'est un système tampon. Il n'y a pas que le bicarbonate, il y a d'autres tampons. Le système tampon dans le sang. Le poumon, en éliminant le CO2, c'est une élimination des acides. Et le rein qui joue un double rôle. Le rein, qui est notre but du coup, il joue un double rôle. Réabsorption de bicarbonate filtré. On a dit que le rein filtre notre sang. Donc les bicarbonates doivent seront filtrés. Donc quel est le rôle du rein? Donc c'est de réabsorber les bicarbonates nécessaires. Et l'excrétion urinaire de la charge acide métabolique. Notre corps produit beaucoup d'acide. Donc le rein va tamponner tout ça par la réabsorption de bicarbonate et par l'excrétion de la charge acide en plus métabolique se forme d'acidité titrable et d'ammonium et d'H+ libre et de protons libres. Ce proton libre qui détermine le pH urinaire. Et le pH urinaire, donc, il est entre 4,5 à 6, plus ou moins acide. Lorsqu'il y a une défaillance rénale chronique, donc on aura une acidose, une accumulation des protons au niveau de notre corps. Régulation de la pression artérielle. Cette régulation, donc, elle est dédiée donc à deux sortes, donc à court terme et à long terme. À court terme, par la libération de ce qu'on appelle de l'enzyme, la rénine, qui est une enzyme à l'origine de la production de substances agissant sur les vaisseaux, l'angiotensine, et sur le volume sanguin. On va l'expliquer après. Donc à court terme, c'est grâce à la libération de cette rénine. À long terme, c'est la régulation du volume sanguin à travers la régulation du contenu en eau et en électrolytes. Donc revenant à la première fonction qui est la fonction principale du rein, c'est l'équilibre hydroélectrolytique. C'est pour cela qu'on a, en cas de défaillance ou bien en cas d'insuffisance rénale chronique, on aura une hypertension artérielle bien sûr. Les fonctions d'épuration, fonctions d'extraction et d'élimination. Donc élimination des déchets du métabolisme endogène, des protéines c'est l'urée, des acides nucléiques c'est l'acide urique, de la créatinine musculaire c'est la créatinine. Créatine musculaire, créatinine. Des xénobiotiques exogènes, tout ce qui est exogène donc il dit xénobiotiques, additifs alimentaires, il y en a plusieurs additifs, notre alimentation moderne donc elle est pleine d'additifs, donc il faut faire attention. Les pesticides, donc n'en parlons pas. Toutes les matières, tous
tous les aliments d'origine de l'agriculture donc sont pleins de pesticides. Les médicaments aussi sont éliminés, donc il y a certains médicaments qui sont éliminés par le rein. En cas de défaillance rénale chronique, vous voyez donc s'il y a une défaillance surtout prolongée, il y aura une accumulation de 6 produits endogènes, de cet urée, de cet acide urique. S'il y a une accumulation par exemple de l'urée, donc on va nous dire que la fonction rénale elle est perturbée. Mais en cas d'acide urique, donc s'il est accumulé dans le sang, donc on aura ce qu'on appelle une maladie qui est la goutte. La goutte. Les additifs, les pesticides et les médicaments, quand elles s'accumulent dans le sang, donc c'est la toxicité. C'est la toxicité. Donc vous voyez l'importance de cet organe. Les fonctions endocrines et paracrines. Endocrine, c'est dans le sang. Les substances vont être synthétisées et sécrétées, ils passent dans le sang, alors que les paracrines passent dans le tissu rénal. Revenons donc à la rénine. La rénine, c'est une enzyme. C'est une enzyme qui active un système hormonal, qui est le système rénine-angiotensine-aldostérone. C'est un système très important en clinique. C'est un système très important en clinique, donc le système rénine-angiotensine-aldostérone, dont le rôle est de maintenir l'homéostasie hydrosodie. L'eau est sodée sur le sodium. Donc le rôle principal, c'est de maintenir l'homéostasie hydrosodée, maintenir la tension artérielle stable, etc. Comment? Donc, on aura en premier la production par le foie, bien la synthèse par le foie, de ce qu'on appelle l'angiotensinogène, qui est transformé, qui va passer en angiotensine 1 sous l'action de la rénine. Cette angiotensine 1, sous l'action d'une enzyme qui est appelée l'enzyme de conversion, va nous donner ce qu'on appelle l'angiotensine 2. Et l'angiotensine 2 peut agir directement sur le rein, entraînant donc une vasoconstriction, augmentant la tension artérielle, ou bien elle va passer dans le sang et va stimuler les surrénales pour libérer de l'aldostérone. Et l'aldostérone, donc, a un rôle de réabsorption de sodium. Réabsorption de sodium. Vous voyez donc l'importance de cette enzyme produite par par quel organe? C'est par le rein. Ça veut dire si on a une défaillance, donc on aura un problème dans tout ce système. Participe à l'érythropoèse. L'érythropoïétine. Synthèse de l'érythropoïétine. Augmentation de la production des globules rouges. Les globules rouges se produisent dans les moelles osseuses. L'érythropoïétine, elle sert à augmenter cette production en cas d'hypoxie, en cas d'anémie, en cas d'hypoxémie, en cas en altitude, donc il y aura une hypoxie. Donc cette érythropoïétine donc joue le rôle d'augmenter la synthèse de ces globules rouges. C'est pour cela donc en cas de défaillance rénale chronique, donc on va avoir donc ce qu'on appelle une anémie. Et même nos malades qui sont sous dialyse, ils ont cette défaillance rénale chronique, cette insuffisance rénale chronique terminale qui a nécessité une dialyse, on doit les mettre sous érythropoïétine. L'érythropoïétine, pourquoi? Parce qu'ils ont cette anémie. L'activation de la vitamine D3. Activation de la vitamine D3. Ça veut dire, quelle est l'origine de cette vitamine? Donc on a deux origines. Une origine alimentaire, on peut l'avaler donc sous forme de D3, et on peut l'avaler sous forme de D2. La forme vitamine D2, donc c'est la forme de stockage au niveau du rein. Cette vitamine, quand on va la manger, elle va être absorbée, elle va passer dans le sang, elle va passer dans le foie pour subir
Pour subir quoi? Pour subir une première hydroxylation. Première hydroxylation en 25 OH-D3. Hydroxylation, ça veut dire donc mettre un groupement OH au niveau du carbone 25. Ça, c'est la première. Et au niveau du rein, elle va subir une deuxième hydroxylation par une enzyme spécifique qui n'existe que dans le rein et dans le placenta, mais surtout le rein, pour subir donc une deuxième hydroxylation au niveau du carbone C1. Donc C1, C25, OH2D3. Donc c'est ça la forme active. Il n'y a pas que l'origine alimentaire. L'origine principale, c'est les ultraviolets, c'est le soleil, c'est l'ensoleillement qui est très important, qui est un médicament que tout le monde ne sait pas, mais l'ensoleillement, donc, c'est ces ultraviolets qui vont transformer au niveau de la peau, donc de la pro-D3 qui dérive du cholestérol, en pré-D3 et en vitamine D3. Donc, elle va subir la première hydroxylation au niveau du foie et au niveau du rein. Donc, tenter de rester donc sous le soleil, donc débriller en quelques minutes, 20 minutes jusqu'à une demi-heure. En dehors du placenta, le rein donc est le seul organe capable d'activer la vitamine D3. La vitamine D3, c'est l'os. La vitamine D3, c'est l'immunité. La vitamine D3, donc il y a plusieurs rôles de cette vitamine. J'espère que vous avez fait tout ça en biochimie. L'intérêt de la vitamine D3. C'est pour cela qu'en cas de défaillance de ce rein, il y aura plus d'activation de la vitamine D3, il y aura plus d'hydroxylation de cette vitamine, de deuxième hydroxylation, donc activation, et on aura ce qu'on appelle l'ostéoporose, un os poreux, un os qui est plein de pores, donc qui n'est pas solide, donc il peut se fracturer donc à n'importe quel moment. Bien sûr, donc une fonction paracrine par la production de prostaglandine, E2 et I2, qui sert donc à jouer sur les vaisseaux par une vasodilatation, et le kininogène, donc qui va se transformer en kinine grâce à la calécréine, donc qui va entraîner une vasodilatation, et la calécréine, donc elle est synthétisée par les cellules du rein, par les cellules du tube contourné distal. Une autre fonction dont on a déjà parlé, c'est la myoglucogénèse. Myoglucogénèse, et on a dit que c'est une production du glucose, mais à partir des acides aminés, à partir des lactates, à partir du glycérol. Quand est-ce qu'il y aura cette production? En cas de jeûne prolongé. En cas de jeûne prolongé, donc il y aura une contribution des reins, qui devient donc, cette contribution devient très importante, elle deviendra plus de 25%. Vous voyez donc l'importance du rein. L'importance du rein. Si on a cité ces fonctions, c'est pour dire que le rein, c'est l'organe le plus important du système urinaire, mais qui a une structure fonctionnelle délicate, une structure fonctionnelle caractéristique qui va faire tous ces travaux, maintien de l'équilibre, extraction et élimination, myoglucogénèse, etc., l'endocrine, etc. Quel est l'aspect général? Donc l'aspect général, donc les reins sont des organes encapsulés, rétro-péritonéaux. Ça veut dire donc qu'ils sont à l'intérieur d'une capsule et rétro-péritonéaux, en dehors de la cavité abdominale, situés de part et d'autre de la colonne vertébrale lombaire. Le rein donc a la forme d'une graine d'haricot, dont le bord interne est concave, un bord interne qui est concave et un bord externe qui est convexe, possédant donc à sa partie moyenne une ouverture donc c'est l'île, par où cheminent les vaisseaux, les nerfs et l'urtère, donc ça, et les urtères,
Ça, c'est de l'anatomie. Donc, les reins, vous voyez donc l'anatomie en forme d'haricot, en forme de graines d'haricot, avec donc une concavité interne, où va sortir donc le pyélon, les uretères, les uretères, et va donc entrer donc et sortir les vaisseaux sanguins. L'aorte abdominale, l'artère rénale, la veine rénale, veine cave inférieure. Voilà le deuxième rein, de part et d'autre de la colonne vertébrale, les uretères, la vessie et l'urètre. Un rein droit et un rein gauche. Avec en dessus, c'est ce qu'on appelle les surrénales. Les surrénales, une surrénale droite et une surrénale gauche. Si on va couper donc un rein sur une coupe sagittale, on va trouver tout ça. Donc on distingue donc une capsule, donc c'est des organes encapsulés, d'enveloppe, donc il y a un parenchyme rénal. Donc en dedans, tout ça c'est le parenchyme rénal. Tout ça c'est le parenchyme rénal. Le parenchyme rénal qui est caractérisé par deux zones. Une zone interne qui est la médulaire et une zone externe qui est le cortex. Zone interne et zone externe qui est le cortex. La zone médulaire donc est caractérisée par la présence de ce qu'on appelle les pyramides. Ces pyramides qui vont s'ouvrir par des papilles à l'intérieur, donc en bas, qui vont s'ouvrir dans les calices. Ça, c'est des calices. Ça, c'est des calices mineurs, un calice majeur. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle un pyramide de Malpighi. Donc, on a à peu près 6 à 18 pyramides. Voilà, qui vont se terminer donc ici par les papilles qui vont s'ouvrir dans des calices, là, les calices mineurs et les calices majeurs. C'est eux qui vont recueillir le bassini, donc qui va recueillir l'urine de tous ces de toutes ces structures. Il n'y a pas que les pyramides de Malpighi, il y a d'autres pyramides donc en dessus des pyramides de Malpighi, c'est les pyramides de Ferran. Tout ça, c'est de la substance médulaire. Donc voilà, et le cortex qui est là, donc qui entoure ces pyramides. Donc une partie du cortex est le pyramide de Malpighi, une partie du cortex donc qui est de part et d'autre du pyramide, constitue ce qu'on appelle le lobe rénal. Alors qu'une partie du cortex donc est le pyramide de Ferran va former ce qu'on appelle le lobule. Le lobule. On va détailler tout ça. Donc une zone interne, la médulaire, elle est formée de cônes ou bien de pyramides de Malpighi, de 8 à 18, avec leur extrémité interne, papille, qui fait saillie dans le calice et leur base externe jouxtant donc le cortex périphérique. Une partie externe qui coiffe la base des pyramides et une partie de leur surface latérale, de leur face latérale. Une partie de pyramide de Malpighi et le cortex qui l'entoure constitue le lobe rénal, et une pyramide de Ferran et le cortex qui l'entoure forment le lobule rénal. Tout ça, c'est de l'anatomie. Un rein humain contient environ 1 million, 1,3 de néphrons. Donc un rein contient 1 million, donc à peu près 2 millions de néphrons. L'être humain peut vivre avec la moitié, on peut vivre donc avec 500 000. Mais lorsque dans plus de 3/4, donc c'est de l'insuffisance rénale, etc. Donc le néphron, pourquoi donc le néphron? Le néphron parce que c'est l'unité fonctionnelle du rein. Si on va parler du rein, on doit parler sur le néphron, parce que l'unité fonctionnelle du rein, c'est quoi? C'est le néphron. C'est le néphron. Donc chaque néphron est un rein.
Chaque néphron, donc, il va jouer son rôle à part. Chaque néphron, يعتمد على روحه. Donc, le néphron étant l'unité fonctionnelle du rein. On va expliquer ça. C'est quoi le néphron? Un néphron, c'est un corpuscule, ce qu'on appelle un corpuscule rénal, et on va dire donc c'est quoi le corpuscule rénal, et un tubule rénal avec 3 segments. Un segment proximal, un segment intermédiaire et un segment distal. Qu'est-ce que c'est le corpuscule rénal de Malpighi? Quel est son rôle? Donc, parce qu'on est physiologiste, donc c'est la filtration du sang et la formation de l'urine. L'urine primitive. Ah oui, l'urine primitive. Donc, on a vu la salive primitive. Ça veut dire que dans le tubule, donc, il y aura une formation d'une urine définitive, ou bien une urine secondaire. Il est formé de glomérules et de la capsule de Bowman. Le corpuscule, il est formé de quoi? D'un glomérule et d'un corpuscule, d'une capsule de Bowman. Le glomérule, c'est quoi? C'est une vésicule sphérique constituée d'un peloton dense capillaire interconnecté. C'est des capillaires faisant saillie dans la capsule de Bowman. C'est des capillaires faisant saillie dans la... C'est ça le glomérule de Malpighi. C'est quoi? C'est des capillaires. C'est des capillaires interconnectés qui entrent dans cette capsule, qui est la capsule de Bowman. La capsule de Bowman. L'artériole afférente, on va voir dans ce que c'est l'artériole afférente, une artériole va venir donc entrer dans cette capsule, donc c'est l'artériole afférente qui va pénétrer. Et celle qui va sortir, donc on va l'appeler efférente, pénètre dans le glomérule, puis se divise en 5 à 6 branches, puis en une vingtaine d'os capillaires, celle-ci forme ensuite l'artériole efférente. Donc, et après, donc, elle va en former, ces capillaires vont former ce qu'on appelle l'artériole efférente qui va se ressortir par le pôle vasculaire. Venons à la capsule. La capsule de Bowman, c'est l'extrémité bornue délatée du néphron. Elle présente une invagination à la zone de contact avec le glomérule, avec cette vésicule de capillaires. Elle est constituée de 2 feuillets, un feuillet pariétal et un feuillet viscéral. Viscéral qui va s'appliquer qui va s'invaginer, va rentrer dans ces capillaires, et un feuillet pariétal qui délimite la chambre de filtration. Donc entre les deux, c'est là où va être donc, on va recevoir l'ultrafiltrat ou bien le produit de filtration du sang. Donc c'est la chambre de filtration ou l'espace de Bowman. Voilà donc le feuillet viscéral, et voilà le feuillet pariétal. Et entre les deux, donc on a la chambre de filtration, chambre urinaire, de l'urine primitive. La filtration du sang se fait donc des anses capillaires à travers la membrane basale, glomérulaire et des podocytes, etc. Donc on va voir tout ça dans le cours de la filtration glomérulaire. Donc une artériole afférente va pénétrer dans cette capsule de Bowman pour se diviser donc en plusieurs capillaires et qui vont s'unir pour donner l'artériole efférente. L'artériole efférente. Et vous voyez ici que le tubule, la partie initiale du tubule distal passe entre ces deux artérioles, les artérioles afférentes et l'artériole efférente. Et cette région, elle est très très importante. Donc on va savoir pourquoi cette zone donc est très importante.
Venons maintenant au tubule rénal. Quel est son rôle? Donc, il draine la capsule de Bowman. En plus, c'est un lieu de modification de l'ultrafiltrate, de l'urine primitive. Par quoi? Par une réabsorption et une sécrétion. Une réabsorption qui peut être donc active, une réabsorption qui peut être passive, et une sécrétion donc dans les deux sens, donc active et passive. Il est formé de quoi? D'une seule couche cellulaire épithéliale. Donc, il est monostratifié. Donc, il n'y a qu'une seule couche cellulaire. Donc, vous l'aurez en détail, Inch'Allah, en histologie. Il est formé de quoi? D'un tube proximal. Le tube proximal, il est très important dans le rein. Pourquoi il est très important? Parce qu'il exerce les 2/3 de la fonction du rein. Il est constitué donc anatomiquement donc en deux parties. Il est constitué de deux parties, donc d'un tubule contourné par convolata, par convoluta, et tubule droit par recta. Ce n'est pas important, donc ça c'est de l'anatomie. Avec deux pôles, donc un pôle luminal qui est apical présentant des microvillosités. Et donc on a vu donc pourquoi ces microvillosités, c'est pour étendre la surface. La surface, donc, si on va étaler donc ces microvillosités, on peut voir une surface plus d'un stade. Donc, vous voyez l'importance de ces microvillosités. Ça veut dire donc ici qu'il exerce donc une fonction très importante, en plus d'un pôle basal qui est présent des invaginations profondes dans la membrane plasmique. MB, c'est la membrane plasmique où se logent des rangées de mitochondries. Là où il y a des mitochondries, ça veut dire que c'est une zone, que c'est une portion du tubule qui exerce des transports actifs, qui nécessite la présence d'ATP, ce qui nécessite la présence d'énergie produite par les mitochondries, bien sûr. Voilà donc en microscopie électronique, donc comment est apparu ce tubule proximal, donc les microvillosités, les mitochondries et le noyau, les différentes mitochondries, etc. Et d'un tubule intermédiaire. Le tubule intermédiaire, c'est l'once de Henle. L'once de Henle, elle est formée de quoi? Elle est formée d'une branche descendante fine descendante, et d'une branche ascendante large. D'une branche fine descendante et ascendante, et non pas descendante seulement, donc une branche fine descendante et ascendante, formant un épingle de cheveux. Même sectachar. Ascendante avec un épithélium plat, pavimenteux, avec peu d'organites à l'intérieur. Donc, ça veut dire que c'est une zone de transport passif. Elle ne va pas, donc, il n'y a pas de transport actif, et il y a peu ou pas d'activité active, bien de transport actif. De transport actif qui nécessitant la présence d'ATP, etc. Une branche ascendante large avec des cellules cubiques, riches en organites, riches en mitochondries. Donc, c'est une zone de transport actif. Donc, vous voyez les différentes structures, ou bien la structure particulière de ces tubules, qui sont microscopiques. Donc, un rein ne pèse que 150 grammes. 150 grammes, c'est 1 kilo, c'est 1000 grammes. C'est 200, c'est 500, c'est moins du 1/8 et d'un tubule distal. D'un tube distal avec deux parties, donc une droite pars recta, une contournée qui a la forme d'un verre, donc se jetant dans le canal collecteur. Avec un épithélium cubique simple, pas de différenciation apicale. Pas de différenciation, ça veut dire qu'il y a peu de microvillosité, donc par rapport donc au côté proximal, ou bien tubule proximal.
mais que quand il y a une zone particulière, ce qu'on appelle la macula densa, cette zone particulière, c'est la partie initiale qui va passer entre l'artériole afférente et l'artériole efférente. Les cellules qui existent ici, se sont appelées macula densa. C'est une zone particulière qui fait partie de ce qu'on appelle l'appareil juxtaglomérulaire. L'appareil juxtaglomérulaire. Donc ça c'est le glomérule, et elle est près du glomérule. Donc elle est construite de quoi? De cellules, macula densa. Donc on va détailler donc les autres constituants de. Donc si on va parler, est-ce que les macula densa, donc macula densa, font partie des cellules du tube contourné distal, avec bien sûr des mitochondries. Donc il y a une activité active, il y a des transports actifs ici. Et d'un canal collecteur. Le canal collecteur, donc il a peu de différenciation apicale, peu d'organites. Il y a des organites, donc on va les dire. Traversant donc le cortex et la médulaire. Le canal collecteur, il va traverser le cortex et la médulaire, il va s'ouvrir dans la papille du pyramide, pour extraire son contenu dans les calices mineurs, calices majeurs, puis le bassinet et l'urtère. Il présente comme particularité deux types de cellules. Les cellules principales et les cellules intercalaires. Des cellules principales et des cellules intercalaires. Certaines cellules qui sont riches en mitochondries, donc il y a plus de mitochondries, il y a plus de microvillosité, il y a plus de vésicules, mais les cellules principales n'en contiennent pas. On contient que peu. Quelles sont les cellules dominantes ici? C'est les cellules principales en nombre, donc il y a plus de cellules principales que les cellules intercalaires, qui sont peu nombreuses. Quelle est la fonction? Donc, c'est l'échange de sodium-potassium sous l'action d'une hormone qui est l'aldostérone. L'aldostérone, c'est vous avez entendu parler du système angiotensine, rénine, angiotensine, aldostérone. Aldostérone sécrétée par le rein. Donc, c'est une sorte de réglage terminal de ce flux de sodium. En plus de la rétention d'eau. Donc c'est là où va agir l'aldostérone, et elle va agir une autre hormone sécrétée par la post-hypophyse, par une glande supérieure, qui est l'hypophyse, qui est la DRH, la hormone antidiurétique, pour retenir l'eau. Et vous avez une idée quand même sur cette hormone, donc en première année. Et on a parlé donc sur cette hormone en première année. Donc ça c'est pour les cellules principales. Alors pour les cellules intercalaires, elles vont jouer le rôle dans l'acidification de l'urine, la sécrétion d'H+, et la réabsorption d'HCO3-. Donc vous voyez l'importance, bien les différentes cellules que contenait donc le canal collecteur et la portion distale du tube contourné distal. Il faut savoir donc en fonctionnel, donc en physiologie, qu'il existe deux populations de néphrons. Il y a des néphrons qui sont appelés néphrons corticaux, situés dans le cortex externe, et des néphrons qui sont près de la médulaire, qui sont appelés juxtamédulaires. Donc on va faire un petit tableau sur la différence donc entre ces deux populations de néphrons. Et on a dit que le nombre de néphrons au niveau d'un rein, c'est 1,3 million. Vous voyez donc qu'il y en a plusieurs. Le cortex, vous voyez donc que le cortex contenait quelques éléments. Donc on va faire un autre tableau sur la différence entre le cortex et la médulaire.
Donc les néphrons, deux populations de néphrons, les néphrons corticaux, ils sont petits, oui, ils sont petits, par rapport aux néphrons juxtaglomérulaires, juxtamédulaires, qui sont gros. Ils sont nombreux. Ces petits sont nombreux, 85%. Donc de 1,3 million, donc 85% sont des néphrons corticaux. À once de lait qui est courte. À once de lait qui est courte et qui plonge à peine dans la médulaire. Donc ça c'est la médulaire. Ça c'est la médulaire, c'est quoi? C'est les cônes, c'est les pyramides qui vont se terminer donc par les papilles. Par les papilles. Donc ça c'est le canal collecteur, ça c'est la portion distale, ça c'est la portion intermédiaire avec donc une partie fine, grêle et une partie large, et le distal, le proximal et la capsule le corpuscule de Malpighi. Le corpuscule de Malpighi. Plongeant à peine dans la médulaire, alors que les autres se plongent sont longues, dont le sommet atteint les papilles. Donc le sommet, donc il atteint les papilles. Donc un tableau qui résume tout ça. Les néphrons corticaux sont petits, ils sont nombreux, 85%, alors que les néphrons juxtamédulaires sont tout gros et peu nombreux, 15%. Pour les glomérules, partie externe du cortex, près de la médulaire, c'est pour cela qu'ils sont appelés néphrons corticaux, et néphrons juxtaglomérulaires. Pour l'once de L, elle est courte, plongeant à peine dans la médulaire, elle est longue, dont le sommet atteint les papilles. Et la vascularisation a un ajout, donc en plus, la vascularisation pour les néphrons corticaux, c'est les capillaires péritubulaires, alors que les néphrons juxtaglomérulaires, leur vascularisation, c'est des vasa recta et des capillaires péritubulaires. Donc il y a les capillaires péritubulaires, mais il y a aussi ce qu'on appelle les vasa recta, donc on va voir dans la vascularisation. La fonction spécifique des néphrons juxtamédulaires, c'est la concentration de l'urine. Et on va savoir donc ce que c'est, donc quelle est la fonction des néphrons corticaux après. Venant à la vascularisation. Bien que ne représente que 0,4% donc du poids du corps, 0,3%, 300 grammes pour 100 kilos, 0,3%, bien 0,4%, environ 20% du débit sanguin leur est destiné. Le quart du débit cardiaque est destiné au rein. Donc, on va passer ce sang, donc il va passer dans l'artère rénale qui donne naissance aux artères interlobaires, donc on a vu donc le lobe, ce que c'est le lobe, un lobe donc c'est la pyramide, et le cortex qui l'entoure. Donc interlobaire, qui se prolonge par les artères arquées, ces artères donnent naissance aux artères interlobulaires, donc le lobule, c'est les pyramides de Ferrat et le cortex qui les entoure, qui cheminent dans le cortex vers la périphérie. Les artères interlobulaires donnent en chemin ce qu'on appelle les artérioles afférentes. Les artérioles, c'est eux qui pénètrent dans les glomérules, dans le corpuscule de Malpighi, bien dans les capsules de Bowman. Les artérioles afférentes, des glomérules qui se divisent dans le glomérule pour donner un réseau capillaire auquel fait suite l'artériole efférente. Donc on va continuer notre chemin. Les artérioles efférentes donnent naissance à ce qu'on appelle aux capillaires péritubulaires. Voilà les capillaires péritubulaires. Ça, c'est les capillaires péritubulaires pour les néphrons corticaux. Pour les néphrons et aussi pour les néphrons juxtaglomérulaires. Et aux artères droites, les artères droites, vous voyez ici qu'il y a ce qu'on appelle les vasa recta ou bien les artères droites. Pour les glomérules profondes juxtamédulaires qui peuvent aussi naître directement des artères arquées,
des artères arquées, donc peuvent naître directement. Ce n'est pas toujours, donc c'est la continuité des artères efférentes, bien des artérioles efférentes. Peuvent naître des artères arquées irriguant la médulaire externe et à moindre degré la médulaire interne. Et le réseau veineux donc en bleu, se superpose sur les réseaux artériels. Donc vous voyez donc là l'importance de cette vascularisation. Bien. Pour l'énervation, donc elle est surtout sympathique. Elle est assurée par les fibres sympathiques, par les fibres noradrénergiques, qui suivent les artères et sont en contact étroit avec l'appareil juxtaglomérulaire. Donc cet appareil qui joue un rôle très important, donc on va voir. A, c'est appareil, G, juxtaglomérulaire. Venons donc à la partie initiale. Donc, quelle est la différence entre cortex et médulaire? Par leur contenance, donc le cortex contient quoi? Contient tous les glomérules, contient tous les tubes contournés proximales et les tubes contournés distales. En plus, les artères interlobaires passent dans le cortex et les capillaires péritubulaires. Si on va parler de capillaires péritubulaires, c'est dans le cortex. Pour la médulaire, tous les éléments en parallèle avec l'once de Henle. Les tubes collecteurs passent dans la médulaire. Donc ils traversent le cortex, mais ils passent surtout dans la médulaire. Et les vaisseaux droits artériels et veineux qui sont appelés vasa recta, donc existent au niveau de la médulaire. Pour la surface d'échange, donc c'est 80% ici. Ça veut dire que la surface d'échange, donc, elle est grande. La surface d'échange ici, elle est grande. Alors que la surface d'échange au niveau de la médulaire, donc elle est moins. Elle est grande, pourquoi? Parce qu'il y a les capillaires, la lumière glomérulaire, la chambre, et les capillaires, il y a la lumière tubulaire. Et vous voyez que le tube contourné distal, tube contourné proximal, les glomérules, etc., c'est au niveau du cortex. Donc une grande surface d'échange au niveau du cortex, alors qu'une moindre surface d'échange au niveau de la médulaire. Même pour le débit n'est pas réparti uniformément sur tout le rein. Ça veut dire donc, est-ce que c'est le même débit qui existe ici, existe au niveau de la médulaire? Non. Donc c'est un débit qui est rapide au niveau du cortex et qui est lent. Lent, il va favoriser les échanges osmotiques, transfert passif au niveau de la médulaire. Donc c'est un débit qui est rapide au niveau du cortex, qui est lent au niveau de la médulaire. Même la consommation d'oxygène, elle est augmentée. Ça veut dire la consommation d'oxygène, ça veut dire la production d'énergie. Donc les transports actifs donc, existent surtout au niveau du cortex, parce qu'il y a une grande surface d'échange, etc. Alors qu'il est diminué, la consommation d'oxygène, elle est diminuée, donc ou pas, au niveau de la médulaire. D'ailleurs, parmi les organes les moins irrigués par l'oxygène, c'est la médulaire rénale. La prédominance du métabolisme, donc c'est la prédominance du métabolisme aérobie, qui nécessite de l'oxygène, donc les transferts actifs. Alors que, au niveau de la médulaire, c'est avec prédominance du métabolisme anaérobie, qui n'utilise pas l'oxygène. Donc les transports passifs. Ça, c'est la différence entre cortex et médulaire. Venons maintenant donc à l'appareil juxtaglomérulaire, AGG. C'est quoi? Le néphron, donc, il est replié sur lui-même. Vous voyez que le néphron, donc, proximal, once de Henle, donc, partie large, donc, la fin de la branche ascendante large de Henle, et le début du tube contourné proximal, elle va se replier sur elle-même et passer entre les deux artérioles afférentes et efférentes. Passe entre les artérioles afférentes et efférentes, délimitant une zone particulière appelée appareil juxtaglomérulaire.
C'est un dispositif très important vasculo-tubulaire, spécialisé d'autorégulation. Et on va expliquer c'est quoi cette autorégulation à l'intérieur du rein, du débit sanguin rénal, du débit qui va donc irriguer le sang, le rein, du débit de filtration glomérulaire, donc on a dit que le rein c'est un filtre, d'où dans quelle portion il va filtrer le sang, c'est dans cette région qui est le corpuscule de Malpighi. Donc le sang vient donc par la vascularisation par l'artère rénale interlobaire, artère arquée, artère interlobulaire et artère afférente, artériole afférente, capillaire, donc, et c'est de là que va passer le filtrat, l'ultrafiltrat dans l'intérieur de la chambre de Bowman, à la artérielle de la chambre de Bowman, puis les tubules. Donc, cet appareil juxtaglomérulaire va réguler ce débit de filtration. En plus, donc, elle va agir donc sur la tension, sur notre tension artérielle, parce qu'elle va jouer elle va réguler donc d'une façon autonome le rein, bien le débit sanguin total, donc le volume sanguin total, donc de la tension artérielle. Elle est composée de quoi? De la macula densa, des cellules, bien des tubes contournés distales. C'est quoi ce macula densa? C'est des cellules tubulaires qui sont modifiées, qui ont des propriétés particulières, donc qui produisent quelques éléments importants, on va pas rentrer dans le détail, et comportant des chémorécepteurs, des chemorécepteurs, donc elles vont sentir est-ce qu'il y a plus de sel ou moins de sel dans la composition du liquide tubulaire, donc liquide filtré, qui va venir donc dans cet appareil, donc il va passer par le tube proximal, l'anse de L, et il va subir beaucoup de modifications, et au niveau de cet appareil, donc, c'est ces chémorécepteurs qui vont nous dire, donc, est-ce qu'il faut réajuster, est-ce qu'il faut réabsorber, ou bien est-ce qu'il faut laisser bien excréter, donc, le surplus. Les maculas densa, du tube contourné distal. Il n'y a pas que les maculas densa, donc elle est composée aussi de cellules épithélioïdes des artérioles afférentes et efférentes. Quand vous trouvez AA, c'est l'artériole afférente. Et quand vous trouvez AE, c'est l'artériole efférente, comportant des barorécepteurs. Donc celles-là contiennent des chémorécepteurs et qui vont sentir la différence de pression de perfusion du rein. En plus, elle sécrète de la rénine. Entre ces trois, dans ce triangle, il y a le lacis. Le lacis, c'est quoi? Il est composé de cellules contractiles. Situées entre les artérioles afférentes et efférentes et le tube contourné distal, dans cet triangle. Bien sûr, à l'intérieur, il y a des fibres. Il y a des fibres nerveuses qui innervent les cellules vasculaires. Et c'est eux qui vont engendrer donc une vasodilatation, vasoconstriction, etc. Ils vont participer à la vasomotricité, qui est nécessaire donc à la régulation des différents débits de filtration, débits sanguins, etc. Situé entre les fibres musculaires, les artérioles et le lacis. Donc vous voyez, donc c'est un appareil qui est très important. Donc les maculas densa, tubule contourné distal, cellules épithélioïdes de l'artériole afférente et efférente, et le lacis avec des cellules juxtaglomérulaires, l'artériole afférente, l'artériole efférente, donc, et les nerfs sympathiques, et le glomérule. On prend maintenant ce qu'on appelle le débit sanguin rénal. C'est quoi le débit sanguin rénal? C'est le volume du sang passant par le rein par unité de temps. Lorsqu'on parle de débit, toujours, donc c'est un volume par rapport au temps, par unité de temps, qui est généralement donc en minutes.
Au repos, ce débit, destiné aux deux reins, il est à peu près 20 à 25% du débit cardiaque par minute. Ça veut dire que le quart du débit cardiaque va passer dans le rein par minute. C'est 100 fois le débit dédié aux muscles. Donc vous voyez l'importance de cet organe. La distribution, donc, elle n'est pas uniforme. Elle n'est pas donc il y a le cortex, il y a la médullaire, ce n'est pas une même distribution. Elle est variable. On observe une diminution progressive du débit sanguin de la superficie vers la profondeur. C'est 80 à 90% au niveau du cortex et 10 à 20% au niveau de la médullaire, comme on a déjà parlé, correspondant à une diminution de la densité des glomérules. Où on va trouver les glomérules, c'est au niveau du cortex. Et on a moins dans le cortex profond. Le cortex profond, ben, ça veut dire que les glomérules juxtaglomérulaires qui sont peu nombreux. Le débit sanguin rénal est déterminé par la pression, ça c'est une connaissance générale. Il est déterminé par la pression artérielle de perfusion et les résistances vasculaires. Débit égale delta P sur R. C'est quoi delta P? C'est la différence de pression, le gradient de pression entre l'artère rénale et la veine rénale. Il est inversement proportionnel à la résistance vasculaire du système vasculaire rénal. Mais il est proportionnel donc à la différence de pression. Comment est calculé? Donc est-ce qu'on peut calculer donc ce débit sanguin rénal? Oui. On peut calculer ce débit rénal donc à partir de deux éléments. Si on connaît le débit plasmatique rénal et si on connaît l'hématocrite. L'hématocrite, c'est quoi? C'est le volume occupé par les globules rouges dans le sang par rapport au volume total du sang. Donc on va prélever donc du sang, on va faire donc quelle est la portion des globules rouges par rapport donc au sang total. Parce qu'il y a les globules qui vont sédimenter, donc on aura du plasma, donc la quantité de globules rouges, donc le volume occupé par les globules rouges, par rapport donc à ce sang total, donc c'est ça l'hématocrite. Généralement, donc elle est de 45%. Elle est de 45%. Pour l'hématocrite, ça c'est un truc de laboratoire, c'est de l'analyse, Maintenant, pour le débit plasmatique rénal, donc il peut être mesuré par la clairance de l'acide, ce qu'on appelle l'acide para-amino-épurique. Et tout ça, on l'a vu en première année, je pense. Donc, il est à peu près de 642 millilitres par minute. Donc, ce n'est pas un chiffre fixe. Donc, il est entre 600 et 655 millilitres par minute. Ça dépend du rein. Voilà, donc, il y a de l'hématocrite. Débit sanguin rénal, débit plasmatique rénal sur un mois l'hématocrite, il est à peu près 1167, mais il varie entre 1100 jusqu'à 1300 millilitres par minute. Ça veut dire 1 litre 300 par minute. 1 litre 300 par minute fois 60 minutes. Vous allez voir combien, et fois 24 heures, donc vous avez combien de sang qui va passer dans notre rein. Donc c'est pour cela que le rein est un organe vital, est un organe indispensable à la vie. L'hématocrite, c'est l'espace sanguin occupé par les éléments cellulaires du sang, donc c'est 45% généralement. Un débit, doit être régulé. Il doit être régulé, donc. Et le principal mécanisme de régulation de ce débit sanguin rénal, c'est la modification de la résistance artérielle. On a dit que donc le débit, il varie inversement proportionnel avec la résistance vasculaire. Donc lorsqu'il y a une vasoconstriction, donc il y aura une vasoconstriction, ça veut dire une diminution, une augmentation des résistances. Le débit va diminuer, et inversement lorsqu'il y a une vasodilatation. R, c'est régulation.
Donc il y a une régulation intrinsèque, et on va parler de l'autonomie, de l'autorégulation, une régulation intrinsèque, mais ce débit sanguin peut être régulé par une voie donc extrinsèque. Régulation intrinsèque, c'est l'autorégulation. Autorégulation par quoi? Par des mécanismes myogéniques. Donc, et on va expliquer ce que c'est les mécanismes myogéniques. Ou bien par un rétrocontrôle tubulo-glomérulaire. Tubulo-glomérulaire. Où on va trouver ce rétrocontrôle, c'est au niveau de l'appareil juxtaglomérulaire. En plus, une régulation intrinsèque qui va donc faire intervenir des hormones produites localement, synthétisées localement, c'est des prostaglandines et le système kénine-callécréine, et en plus du système rénine-angiotensine, l'angiotensine 2, qui est un puissant vasoconstricteur d'artérioles afférentes et efférentes. Cette autorégulation, cette régulation, va nous dire quoi? Va faire quoi? Va nous dire qu'il n'y aura pas de variation du débit sanguin pour des variations de pression artérielle entre 80 et 180 mm de mercure, la pression artérielle moyenne. Pression artérielle moyenne, quand elle varie entre 80, entre 8 et 180, entre 8 et 18. La tension artérielle, la tension artérielle moyenne, la pression artérielle moyenne, quand elle varie entre 80 et 180, le débit sanguin rénal est toujours stable. Donc il ne va pas varier. Il n'y aura pas d'augmentation, il n'y aura pas de diminution. Alors que inférieur à 80, donc il y aura une diminution du débit sanguin rénal. Donc il y a inversement, lorsque c'est supérieur à 180, donc il y aura une augmentation du débit sanguin rénal. Entre 8 et 18, donc c'est énorme. Tout ça, c'est l'intervention de cette régulation intrinsèque et extrinsèque. Extrinsèque, l'intervention des neurones sympathiques, une vasoconstriction en activant des récepteurs alpha 1, vasoconstriction des artérioles afférentes qui entraîne une diminution du débit sanguin rénal, Voilà l'intervention extra-rénale d'hormones. Par exemple, l'AVP c'est quoi? C'est l'arginine vasopressine ou bien l'ADH. L'ADH aussi. Donc vous voyez, entre 70, certains disent entre 8 et 180, c'est un débit sanguin rénal qui est stable. Renal blood flow, c'est le débit sanguin rénal, donc qui est stable. Inférieur à 80, donc il y aura une diminution du débit rénal. Une diminution du débit rénal, ça veut dire c'est l'état de choc. C'est l'état de choc. Et inversement, lorsqu'il est supérieur, donc en cas d'hypertension donc majeure, il y aura un débit sanguin rénal qui va être élevé. Même le débit de filtration glomérulaire entre ces deux chiffres, entre 80 et 180, donc il est stable, mais inférieur, donc s'il va diminuer et il va augmenter donc lorsque c'est supérieur. Expliquons maintenant la régulation intrinsèque, l'autorégulation. On a parlé des mécanismes myogènes. C'est quoi les mécanismes myogènes? Lorsqu'il y a une augmentation du débit de perfusion, elle va entraîner, donc cette augmentation va entraîner un étirement de la paroi vasculaire des artérioles afférentes, qui vont répondre par une vasoconstriction active. C'est une réponse myogène, c'est une réponse musculaire, lisse. Pour le rétrocontrôle négatif tubulo-glomérulaire, le débit sanguin rénal est sous le contrôle des variations du débit et de la composition. On a dit qu'il existe des chémorécepteurs, des barorécepteurs qui vont détecter le débit et des chémorécepteurs qui vont détecter la composition du fluide tubulaire au niveau de la macula densa, au niveau de l'appareil juxtaglomérulaire. En plus des hormones
produite localement par racrine, système rénine-angiotensine. Donc angiotensine 2 va entraîner une vasoconstriction, prostaglandine E2 et I2 vasodilatation, et système kinine-calécrine, vasodilatation. Il y a une régulation extrinsèque, le sympathique c'est adrénergique, donc la stimulation entraîne une vasoconstriction des artérioles afférentes en activant les récepteurs alpha 1, qui entraîne une diminution du débit sanguin. Donc, on va donc, en cas par exemple d'orthostatisme, le passage de l'orthostatisme, donc c'est quand on reste debout longtemps, et l'exercice physique, les émotions et l'asphyxie entraînent une augmentation du tonus sympathique, d'où diminution du débit sanguin rénal. Donc vous voyez donc là l'intervention de cette régulation, de cette régulation extrinsèque sympathique. En plus, il y a des hormones extra-rénales qui peuvent intervenir dans la régulation, comme l'ADH par exemple, qui augmente la pression et les résistances vasculaires, d'où une baisse du débit sanguin rénal. Le peptide natriurétique auriculaire aussi intervient aussi. Donc c'est une hormone sécrétée par le cœur, provoque la dilatation des artérioles afférentes et la constriction des artérioles efférentes. Normalement, le débit sanguin rénal doit être compris. Donc, on va détailler tout ça dans le débit de filtration glomérulaire. Donc, il y a une régulation intrinsèque, il y a une régulation extrinsèque. Quel est le rôle, quel est le produit final de la filtration du sang? C'est la formation de l'urine. L'urine primitive au niveau de la capsule de Bowman, et l'urine définitive, donc après qu'elle va être extraite, elle va être éliminée par le canal collecteur, les papilles, dans les calices mineurs, majeurs, bassinés, urètres. Donc c'est ce qu'on appelle l'urine. Quelle est sa composition? Généralement, donc, la diurèse, donc, elle varie de 500 à 1500 millilitres par 24 heures. Lorsque c'est 500 millilitres, c'est une diurèse obligatoire. 1000 millilitres, c'est une diurèse facultative. Lorsque c'est inférieur, donc, on va parler d'une oligurie. Lorsqu'il est supérieur, donc, on va parler d'une polyurie. Et ça vous l'aurez en clinique. Donc, la diurèse, elle est très importante. La diurèse, donc, quand on va recueillir l'urine durant les 24 heures. Tout l'urine durant les 24 heures. C'est ça, la diurèse. L'osmolarité, c'est le nombre d'osmoles de soluté dans 1 kg de solvant. Nombre d'osmoles de soluté dans 1 kg de solvant. L'osmolarité varie, l'osmolarité urinaire, varie de 50 à 1200 milliosmoles par kilogramme. Lorsqu'elle est inférieure à 300. 300 pourquoi? Parce que le plasma donc a une osmolarité de 2087, de 285, jusqu'à 300. 300 milliosmoles par kilogramme. Lorsqu'elle est inférieure, on va dire que l'urine, elle est hypotonique par rapport au plasma. Hypotonique par rapport au plasma, ça veut dire que l'urine ne contient que peu d'osmoles efficaces. Et l'osmole efficace le plus important, c'est le sodium. Lorsqu'elle est égale à 300 milliosmoles par kilogramme, l'urine, elle est dite isotonique par rapport au plasma. Lorsqu'elle est supérieure, c'est une urine qui est hypertonique par rapport au plasma. Donc, il y a une fuite de sodium du rein. L'urine, donc, on a parlé d'un pH. Donc, le pH, il est compris entre 4,5 à 6, à 8, le plus souvent 5, 6. Et l'urine, elle est composée de plusieurs éléments, de sels minéraux, de sodium, de chlore, de potassium, de magnésium, de calcium, de phosphore. D'ailleurs, donc le rein, c'est une usine de régulation de tous ces éléments. Vous voyez. Donc les déchets azotés, donc on va trouver de l'urée urinaire, de la créatinine, de l'acide urique et d'autres.
et des acides, l'acide citrique, l'acide lactique, l'acide pyruvique, l'acide oxalique, même des hormones, même des vitamines, même des enzymes, donc en très faible quantité. Donc vous voyez donc la composition de l'urine. Comment est formée cette urine? Elle est formée par trois mécanismes principaux. Par un mécanisme de filtration, c'est la filtration glomérulaire, et par la réabsorption et la sécrétion, et l'excrétion. Donc il y a trois processus fondamentaux qui contribuent à la formation de l'urine. La filtration glomérulaire aboutissant à la formation de l'urine primitive, c'est des capillaires vers la capsule de Bowman. La réabsorption et la sécrétion et l'excrétion donc aura lieu au niveau du tubule rénal. La réabsorption a lieu dans les tubules rénaux où l'urine primitive subit des modifications par un transfert de certaines substances de même que de l'eau, de la lumière tubulaire vers le plasma. C'est ça la réabsorption, de la lumière tubulaire vers le plasma. Alors que la sécrétion et l'excrétion, les cellules tubulaires ajoutent à l'urine tubulaire certaines substances, pouvant soit provenir des capillaires péritubulaires, ils vont passer des capillaires péritubulaires, ils vont passer les cellules tubulaires et la lumière tubulaire. Donc ces substances ayant traversé la cellule tubulaire par voie transcellulaire, sans subir de modifications, c'est ça l'excrétion. L'excrétion, donc, soit être synthétisée par les cellules tubulaires à partir de constituants prélevés dans le plasma, c'est la sécrétion. Voilà, donc la première c'est la filtration, deuxième c'est la réabsorption, et troisième c'est la sécrétion, excrétion, donc la finalité, donc c'est l'excrétion urinaire, donc c'est la formation de l'urine. C'est ça les mécanismes, les différentes étapes de base de la formation de l'urine au niveau des reins. Ça c'est l'urine primitive et l'urine définitive, donc ici. En conclusion, le rein est un organe vital, indispensable à la vie, jouant plusieurs rôles importants. Il est formé d'une structure fonctionnelle particulière, délicate, donc préservant au maximum nos reins par une hygiène de vie rigoureuse, une alimentation saine. Essayez d'éviter les cancers, qui sont pleins d'additifs, les aliments pleins de pesticides, même les médicaments néphrotoxiques, donc il faut faire attention. Bien sûr, donc avec une activité physique appropriée. Je pense qu'on a fait le tour sur les généralités, sur les principes de base de la physiologie du système urinaire, et je vous souhaite une bonne continuité pour cette unité. Rabbi Foucault.